dit, dans cette dit, il est même allé dire, et s'il faut que le peuple se soulève, il a dit de façon indirecte, s'il faut que le peuple se soulève et arrache le pouvoir, le peuple doit le faire. Voilà, c'est pas bien. Quand nous sommes dans un pays de droit et qu'il y a eu les élections dans ce pays et que certains ont été élus de façon démocratique, il y a des propos qu'on ne tienne pas. Ce frère, vraiment, qu'il revoit encore, qu'il arrête de tenir ses propos, c'est pas du tout bien. On a tous vu que nos jeunes frères ont été manipulés par des politiciens. Des gens les ont poussés à poser des actes barbares. Et la défense... Et tu as les preuves de ce que tu dis. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de ce qu'ils ont dit. S'il vous plaît. On sait tous que nos frères ont été manipulés. Ils ont été manipulés. Même sur le terrain, on a même vu des gens qui ont évoqué des noms de politiciens. Mais je ne vais pas en parler. Ils ont été manipulés et on ne peut pas laisser, excusez-moi, que tous ceux-là qui ont perdu la vie, que les âmes reposent en paix. Mais le rôle de la défense ne peut pas laisser des gens qui brûlaient tout sur le passage, qui brûlaient, qui incendiaient comment dire, ils ont incendié, bon, d'air. Et il y a j'ai le mot me manque, mais des gens qui incendiaient des trucs sur le passage, qui cassaient des trucs, qui brûlaient des véhicules et autres, qui essaient même d'attaquer les banques, qui allaient vers la présidence. La défense ne peut pas laisser ces gens faire un coup d'État parce que le président a été élu de façon démocratique et il n'a pas encore fini son mandat. Son mandat est encore en cours et on veut le renverser contre coûte et coûte. Ce n'est pas possible. Dans tous les pays du monde, si vous osez faire des trucs comme ça, voilà, ce seraient les conséquences. Vous aurez les conséquences automatiquement. Je suis désolé, mais que nos frères arrêtent de se faire manipuler par les politiciens. À quelqu'un qui va être député, qui a déjà 60 ans, d'expérimenter quelque chose qui peut l'exclure, et à la prochaine élection, lui, il aura 65 ans. Est-ce que ce n'est pas légitime qu'un Béninois elle dise que je veux représenter ma nation à l'Assemblée nationale? Bon, je ne comprends pas en fait. Pourquoi vous voulez qu'on expérimente quelque chose dont on sait déjà que ça peut causer problème? Et le législateur, dans son esprit, le sait. Voilà pourquoi il a mis l'alinéa qui permet de se coaliser. Seulement que cet alinéa, dans le contexte politique, dans le cliché actuel, on sent qu'il est discriminatoire. Et c'est ce qu'il faut reconnaître. Quand on parle de ce code électoral, il faut comprendre quelque chose. C'est un test fondamental à la stabilité. Parce que nous avons vu dans plusieurs pays, dans l'histoire, que c'est autour de ça que l'instabilité vient dans nos pays. Qu'est-ce que nous devons faire pour aplanir? Le fait d'aplanir ça, le fait même de dire les exilés politiques n'ont qu'à revenir, de libérer certains prisonniers là, hein? Dites-moi en quoi est-ce que... Bon d'accord, vous dites qu'ils ont détourné les deniers publics, non? Hein? On n'a qu'à demander au peuple, est-ce que nous voulons que ces gens-là reviennent? Parce que c'est notre denier. Ou bien, le peuple, il y a une part de la personne qui dit, laissons tout ça pour privilégier la paix. Afin de trucs partisans et autres là, qui semblent bizarres là, faites la rélecture. Les gens qui supportent ce régime-là, eux-mêmes sont d'accord que c'est très difficile, soit très compliqué à atteindre. Bon, maintenant, si tout ça là est réuni là, qu'est-ce que vous êtes en train de refuser encore? C'est la question qu'on me pose depuis. Et je veux dire quelque chose. À chaque fois qu'on parle de collecteur, ne parle pas seulement des 20%. Vous êtes d'accord que vous alliez à une élection sans avoir des PV de comment de compilation de les arrondissements pouvant à un moment donné confronter la réalité du terrain, de comment c'est passé, avoir des preuves palpables de comment c'est passé, contester éventuellement une élection. La fois passée, il y a eu un cas avec les LD. Ils ont refusé d'aller au fond parce qu'ils ont dit que les preuves qu'ils ont fournies ne sont pas des preuves officielles. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, que vous allez, on va expérimenter quelque chose. C'est-à-dire, vous voulez envoyer un colis, hein, par DHL. DHL prend du non, faites-moi confiance.
Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Nous n'allons pas vous remettre un reçu. Vous allez expérimenter ça. Vous n'allez pas laisser ça et aller prêcher un autre truc là. C'est des principes de base. Est-ce que vous comprenez? Ça, déjà, si nous savons ça, on peut déjà faire nos interprétations à propos. Je ne sais pas pourquoi il peut se permettre de dire que nous, on n'a pas lu le code électoral. Maintenant, il faut dire quelque chose. Les grands États, les grands pays que nous sommes en train d'envier aujourd'hui, ce n'est pas ces pays-là qui se sont levés d'un coup et ils sont grands. Bon, ils sont devenus grands d'un coup, non. C'est des pays qui ont fait de longs chemins, qui ont eu peut-être même à chuter à des parcours, à un certain nombre de parcours donnés, et ils ont acquis de l'expérience. Chemin faisant, ils se sont fait des expériences terribles. OK? La question de parrainage, déjà, ce que nous sommes en train de remarquer avec la réforme du système partisan, ils ont fait de telle en sorte que les élections, comme les élections législatives, ne soient plus des élections de proximité. Parce que un député qui va à l'Assemblée, qui lève la main et qui dit qu'il est oui pour une loi, normalement, cette loi n'est pas seulement appliquée à sa communauté ou bien à sa circonscription électorale. C'est pour tout le pays. Et pour respecter cela, il faut être représenté dans toutes les circonscriptions électorales. Ces députés doivent être représentés dans toutes les circonscriptions électorales. Et pour pouvoir mieux cadrer ça, c'est la question de pourcentage qu'il faut. Et je pense que l'ensemble des classes politiques étaient quand même d'accord pour la réforme du système partisan. J'étais en train tantôt de l'évoquer par ici quand je disais que c'était la 7e législature même qui avait contribué à la réforme du système partisan. Et cette législature était représentée par près de 42 partis politiques. Et des gens vont nous dire que ces 42 partis politiques étaient à la solde toujours du gouvernement de Patrice Talon. Non, non, non. Sérieusement. Moi, je ne peux pas être sincèrement d'accord avec ça. Je peux me tromper, mais je ne peux pas être sincèrement d'accord avec ça. C'était par rapport au sujet, parce que tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit qu'il y avait 2 points qui avaient attiré mon attention, raison pour laquelle j'avais fait la demande pour monter. Sur la question de tout le monde est coupable, moi je dis oui. Ces 2 personnages, les 2 anciens présidents, bientôt 2 anciens présidents de la République, par la grâce de Dieu, et font partie de la classe politique. Et donc, pour moi, oui, ils étaient tous coupables, mais on va dire, ils sont tous comptables de la situation sociopolitique dans laquelle se trouve notre pays, qu'on la juge bonne, mauvaise, insuffisante ou en voie d'amélioration. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et comme a dit, je pense, Vaudon 229, il y a une résolution qui a été prise pour que les choses changent réellement. Voilà, donc là, je vais couper. Ça ne nous avance en rien. Et quand on parle du code électoral, beaucoup de gens l'ont déjà relevé. Et moi, je dis, bon, et qui s'est vomitant, regarde, je sais pas, ça m'étonne quand les gens, avant certains accords, disent allons-y, alors qu'on vous a mis à l'école, ou bien vous avez un cerveau pour pouvoir réfléchir et analyser. Et on dit d'analyser et de sortir des choses ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Mais les gens disent non, allez-y d'abord, tenter. Comme si une élection, en fait, on peut essayer une élection et dire, bon, revenons en arrière, voir. Non. Une élection, c'est parti pour 5 ans minimum. C'est que vous allez à une élection, les résultats sont c'est pour 5 ans. Et c'est à coût de milliards. Donc, si on doit aller à une élection, ça donne une réflexion qui doit se mener par rapport aux lois qui vont nous amener là-bas. Mais les gens disent non, allez-y d'abord, essayez. C'est des arguments bidons comme ça. Moi, quand j'entends ce genre de choses, je n'ai même pas envie de vouloir argumenter sur des panels. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on veut argumenter? Parce que c'est des gens qui, excusez-moi, on a l'impression qu'ils ont éteint leur cerveau et qu'ils sont seulement des suiveurs, tout simplement. Parce qu'il y a des lois, il y a des choses sur lesquelles nous devons être d'accord quand même. Pour dire, bon, écoutez, avançons avec ça. Ça, on n'est pas d'accord avec. Même si nous sommes mouvementiers, ça, il faut quand même dénoncer et autres et tout. Et souvent, quand les gens qui défendent souvent le gouvernement en place et autres et tout, ils disent, bon, c'est vrai, il y a des choses à reprocher au président, mais ils ne disent jamais, vous n'allez jamais les entendre dire
bon, nous on reproche telle ou telle chose au président. Mais quand vous ne les soulignez pas là, et vous le dites, bon, oui, il y a des choses à reprocher, vous ne les soulignez pas, vous faites tout simplement du suivisme, vous êtes en train de faire des analyses avec de mauvaise foi, tout simplement. Parce qu'il y a des choses, vous dites oui, il y a des choses à reprocher au gouvernement, mais vous ne les soulignez jamais. Et les gens qui critiquent ou les gens qui soulignent ce genre de choses-là, vous les critiquez encore pour dire pourquoi ils vont soulever ce genre de choses-là, en fait. Je vais revenir à mon sujet. Quand je vois le terme tout le monde est coupable, je reviens à dire aujourd'hui oui, tout le monde est effectivement coupable. Nous sommes tous coupables dans la première de 1960 à 2016. Nous étions coupables et de 2016 aujourd'hui encore, nous sommes encore un peu plus coupables. Je crois que ce serait utopique de dire que le président Patrice Talon n'a rien fait pour le Bénin. Aucun président ne peut gouverner pendant 10 ans et ne pas avoir posé un acte salutaire. Je suis très heureux aujourd'hui quand je passe dans les rues de Cotonou, que je vois ce qui est beau, quand je vois ce qui a été modifié, comment est-ce que tout a changé, c'est beau pour moi. Et ça, c'est à l'actif du président. Il faut le remercier pour ça. La question que beaucoup de personnes se posent, et c'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de panels s'animent, d'abord c'est la question de l'alternance et surtout la question de comment est-ce que tout ce beau-là, tout ce qui est beau dans ce pays a été fait. C'est ça le problème. Et c'est le fait que, je voudrais le dire à beaucoup de personnes ici qui vont certainement défendre le chef de l'État, qui vont défendre son mandat, qui vont défendre ses acquis. Ce que nous posons comme problème pour la plupart, c'est pourquoi autant d'obscurantisme au niveau de tout ce qui a été réalisé? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, le budget de tel ne peut pas être connu de ci? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas tout savoir? Et pourquoi est-ce que toutes les questions que nous posons sont restées sans réponse? Pourquoi est-ce que lorsque nous posons la question au chef de l'État, quel est votre salaire, monsieur le président de la République? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le savoir? Pourquoi est-ce que lorsque nous demandons, lorsque la Cour constitutionnelle demande que l'on puisse, que la loi, qu'on puisse se référer à une loi qui doit être prise, je crois, loi ou arrêtée, permettre de connaître le salaire du chef de l'État, connaître ses biens et tout, pourquoi est-ce que le gouvernement, pourquoi le chef de l'État n'accède pas à ça? Moi, je n'ai pas vu une réponse depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Ok, donc nous sommes d'accord, nous sommes unanimes que personne veut que ça se répète en fait. Maintenant, si nous allons rentrer dans ce débat de qui a fait ci, qui a fait ça, moi je vous ai entendu dire tout, que ce soit toi ou bon, je crois hein, c'est pas Antoine Vaudon qui a dit que il y a des gens qui étaient drogués et qui incendiaient des stations d'essence. J'aimerais bien que vous me citiez ces stations de brûlées là. Et vous dites même que ils ont été instrumentalisés. Pourquoi toujours vous croyez, vous là où vous êtes là, si quelqu'un vient vous voir chez vous pour sortir et manifester là, quelqu'un va vous forcer à faire ça? Vous êtes des enfants, vous êtes conscients, non? Vous savez ce que vous faites, non? C'est-à-dire, vous connaissez comment le Béninois n'aime pas se mettre dans ce genre de trucs-là. Donc, à un moment donné, si les gens se lèvent, ils rentrent dans marché là. Pourquoi vous ne connaissez pas que c'est un ras-le-bol de la population, du citoyen? Pourquoi vous ne pensez pas que ça peut être une autodétermination du citoyen? Et vous mettez ça toujours sur quelqu'un qui est dans l'homme quelque part et qui manipule. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que vous dites que vous avez dit de donner les preuves que c'est le président Patrice Talon qui a dit de tirer sur les gens. On peut vous poser cette même question, vous de donner les preuves que c'est les opposants à l'époque là qui ont manipulé les gens pour dire ça. Et nous n'allons jamais finir ici, nous n'allons jamais quitter ici. Nous allons jamais... Ok, je peux répondre à ça? Non, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Si nous continuons comme ça, là, nous n'allons jamais... Si nous continuons comme ça, en fait, là, nous n'allons jamais régler ce problème-là. Parce qu'à tout moment, nous allons dire, c'est telle personne qui manipule. C'est le président Patrice Talon, c'est le président Yaye. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi je comprends que depuis un très bon moment, quand nous dénonçons ce code électoral, les gens ne veulent pas écouter parce qu'il y a des gens qui chuchotent à l'ordre de nos gouvernants pour dire de tenir bon parce que c'est telle personne qui est derrière. Quand nous prenons les lois qui ont été votées, la plupart des lois ont été votées par la classe politique. Et cette classe politique-là était presque en intégralité aux ordres de Talon. Et sous le régime Yaye, nous l'avons remarqué, il participait même parfois à des nominations de ministres. Et
nous avons su, parce que lui-même l'a dit, après l'a reconnu, qu'il a participé au chaos. Si quelqu'un de son rang reconnaît une erreur de ce genre qui a fait du mal au peuple, comment peut-on lui faire confiance quand il parle de réformes politiques et on vote des lois qui assassinent la démocratie? Et à chaque fois, vous allez remarquer que à chaque fois qu'une élection approche, on modifie les tests. À chaque fois, on modifie les tests. Si c'était comme ça depuis toujours, est-ce que lui pouvait venir au pouvoir? Je ne pense pas. Donc, il faut déjà qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que si on a besoin de remodeler les tests chaque fois, c'est toujours pour le faire à son avantage. Suivons mon regard. L'élection municipale qui a eu lieu dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en plein processus qu'on est retourné à l'Assemblée pour voter une loi que le président s'est empressé de ratifier, de promulguer plutôt. Donc, quand des choses comme ça se passent, comment peut-on encore faire confiance à un régime, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit le pouvoir? Comment peut-on faire confiance que le processus qui est en cours sera respecté? Même si quelqu'un faisait le miracle de faire 20% dans tous les circonscriptions électorales, pensez-vous qu'on va le laisser prendre? Eh bien, c'est très facile. Celui qui est au pouvoir, qui fait tout pour tout gagner, il va faire en sorte que c'est ces partis qui auront 20% partout. Surtout que quelqu'un l'a souligné tout à l'heure. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir les feuilles de décompte. On vous interdit même de filmer et de publier, alors même que en 2016, c'est cette opération que nous avons faite qui a permis au président Talon d'être là aujourd'hui. Parce que Yahi était au pouvoir et avait son poulain. Et si cette réforme partisane n'a jamais empêché quelqu'un d'avoir de l'autorité dans un fief, la peuple là, on va toujours pousser les gens selon les fiefs. 1. De 2, ça n'empêche pas quelqu'un de venir, de laisser de nulle part et de s'accaparer, s'il est puissant, il a le réseautage, de prendre un parti en otage, d'avoir les parrainages. Donc ça, sur ce plan-là, c'est un échec. Nous tous, nous voulons qu'il y ait des grands partis, mais ce n'est pas une loi qui avait décidé qu'il y ait 3 ou 4 blocs. Non. C'est l'évolution naturelle de la politique nationale qui fait ça. Laisser les gens se réunir par affinité naturellement que de les contraindre. Sinon, ça sera toujours des unions mathématiques qui vont exploser au lendemain des élections. À part ça que je vais dire, bon, je crois que c'est tout, hein, j'en oublie, mais bon, je vais m'arrêter là. Ok. Vite à vie. Ok. Ah oui, excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Vite à vie. Toi, tu as dit que tout à l'heure, vite à vie vient de dire que qu'on peint tout en noir, mais le régime actuel là a toujours peint tout en noir, le régime défunt. Donc souffrez quand vous faites ce que vous faites aux autres, d'accord? Et à part ça, vous souffrez de ça. Bon, je m'arrête là, je suis déjà fatigué là. Mais bon, voilà quoi. Dieu fera un jour, tu seras président au Bénin et on va t'observer, d'accord? Je prie pour toi, je prie beaucoup. Okay, merci beaucoup. Je vais revenir à mon sujet. Quand je vois le terme tout le monde est coupable, je reviens à dire aujourd'hui oui, tout le monde est effectivement coupable. Nous sommes tous coupables dans la première de 1960 à 2016. Nous étions coupables et de 2016 aujourd'hui encore, nous sommes encore un peu plus coupables. Je crois que ce serait utopique de dire que le président Patrice Talon n'a rien fait pour le Bénin. Aucun président ne peut gouverner pendant 10 ans et ne pas avoir posé un acte salutaire. Je suis très heureux aujourd'hui quand je passe dans les rues de Cotonou, que je vois ce qui est beau, quand je vois ce qui a été modifié, comment est-ce que tout a changé, c'est beau pour moi. Et ça, c'est à l'actif du président. Il faut le remercier pour ça. La question que beaucoup de personnes se posent, et c'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de panels s'animent, d'abord c'est la question de l'alternance et surtout la question de comment est-ce que tout ce beau-là, tout ce qui est beau dans ce pays a été fait. C'est ça le problème. Et c'est le fait que, je voudrais le dire à beaucoup de personnes ici qui vont certainement défendre le chef de l'État, qui vont défendre son mandat, qui vont défendre ses acquis.
Ce que nous posons comme problème pour la plupart, c'est pourquoi autant d'obscurantisme au niveau de tout ce qui a été réalisé. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, le budget de tel ne peut pas être connu de ci, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas tout savoir, et pourquoi est-ce que toutes les questions que nous posons sont restées sans réponse. Pourquoi est-ce qu'on, lorsque nous posons la question au chef d'État, quel est votre salaire, monsieur le président de la République, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le savoir? Pourquoi est-ce que lorsque nous demandons, lorsque la Cour constitutionnelle demande que l'on puisse, que la loi, qu'on puisse se référer à une loi qui doit être prise, je crois, loi ou arrêté, permettre de connaître le salaire du chef de l'État, connaître ses biens et tout, pourquoi est-ce que le gouvernement, pourquoi le chef de l'État n'accède pas à ça? Moi, je n'ai pas vu une réponse depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Si j'ai peut-être manqué, je veux bien que ceux qui défendent le chef de l'État, défendent tout ce qui a été fait de beau et qui ont reçu cette mission-là, viennent nous expliquer. Ensuite, quand nous revenons aux élections, nous posons la question pourquoi depuis 2016 nous sommes confrontés à un problème où à chaque élection nous devons avoir des morts, où nous devons avoir des codes électoraux taillés sur mesure. Parce que lorsque les gens disent que le code électoral est taillé sur mesure, moi je n'ai vu personne venir avec des mots techniques, venir prouver le contraire. L'exemple est le code qui va nous permettre d'aller aux élections, aux prochaines élections. D'accord. Ce code qu'on vient de voter, enfin qu'on a voté en 2000, je crois que c'est en 2023 ou en 2024, pose énormément de problèmes. Et lorsqu'on demande aux gens d'aller aux élections quand même, si les opposants se disent qu'ils sont aussi populaires, qu'ils aillent aux élections. Il ne s'agit pas de la popularité ici, cher monsieur. Il s'agit d'un code qui, dans son article 90, par exemple, dit que nous ne pouvons pas disposer, aucun parti, encore moins les partis de l'opposition ne peuvent disposer d'accord des feuillets des résultats au niveau des bureaux de vote. Vous trouvez que c'est normal que j'ai aux élections que je n'ai pas de mesure, que la loi ne me permette pas d'aller vérifier les résultats que nous avons, d'avoir une preuve de ces résultats et de pouvoir les exhiber, parce que c'est l'impossibilité, je vais parler des démocrates, c'est l'impossibilité des démocrates de pouvoir prouver cela, malgré qu'ils avaient des huissiers de justice devant la Cour constitutionnelle qui a fait qu'ils sont réduits à 28 députés. Ils ont dit qu'ils auraient pu avoir beaucoup. Nous parlons d'un code électoral, par exemple, qui fixe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à 20%. Mais malheureusement, ce que beaucoup ne savent pas, c'est 20% pour une catégorie donnée. Quand vous dites que le code n'est pas équitable pour tout le monde, je vous dis, le code n'est pas équitable pour tout le monde. Le code permet à certains partis politiques qui existent déjà, d'accord, et qui sont déjà à l'Assemblée nationale, de disposer de moins. Parce que quand on parle de 20%, n'oubliez pas, il y a deux partis siamois, ceux du chef de l'État. On aurait voulu, et c'est ça que je demande en réalité, on aurait voulu que ce code soit accessible à tout le monde. Et quand on dit que la charte des partis politiques a été applaudie par tout le monde, là encore, monsieur, vous mentez. La charte des partis politiques, vous l'avez lu? Je ne crois pas. Si vous avez lu le code électoral, que vous l'avez lu, effectivement, la charte des partis politiques, vous saurez qu'il y a un danger qui nous guette. Et c'est ce danger-là que les gens ne font que relever depuis. Il ne s'agit pas, on ne se lève pas, on n'invente pas des choses. Les lois existent. Quand on dit qu'il y a des lois cérélates, quand on dit qu'il y a des lois chrysogènes, quand on dit que le code électoral est une bombe à retardement, on s'est battu là-dessus, on a relevé tous les aspects de ce code électoral qui pose problème. Moi, je m'en vais je mets même de côté le code électoral. Quand je dis dans la charte des partis politiques, où on demande à ce que les partis soient financés, les partis politiques soient financés. D'accord? Et qu'on dit avant d'être financé, il faut avoir des élus. Là encore, ça va à l'encontre de la Constitution qui dit déjà au départ que ce sont les partis politiques qui animent la vie électorale, la vie politique, pardon, excusez-moi. Alors, si le code doit demander, ou bien si la charte doit demander qu'on finance une catégorie de partis et qu'on ne finance pas les autres, comment vous voulez que les partis politiques puissent faire leur boulot premier, c'est-à-dire animer la vie politique? C'est de ça qu'il s'agit. On demande juste un minimum, je ne vais pas dire de justice, mais d'égalité au niveau de tout ce qui se passe dans la République. On demande que l'on nous dise, par exemple, quelle est la quintessence, qu'est-ce qu'il y a dans le contrat qui lie le port autonome de Cotonou au port d'Anvers. On demande quel est le contrat qui lie la SPE à la société à laquelle elle a été conférée, ou qui est en train d'être, je crois que c'est une société belge. Nous voulons voir clair. Personne n'a dit que le chef de l'État est aussi mauvais. On demande, si tout est aussi clair, tout est aussi bien fait, qu'est-ce qui empêche
que l'on nous dise telle chose s'est passée de telle manière, voilà le contrat, lisez, si vous êtes contre, allez déposer une plainte, vous faites ci. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et tant que cela ne sera pas fait, tant que les gens ne verront pas clair dans ce qui se passe, croyez-moi, la Libye, comme on le dit en griffe, la Libye était dirigée par Mohamed Kadhafi. Tout était beau, tout était rose dans la Libye. Et pourtant, les Libyens se sont révoltés. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'on ne voit pas clair, tant que vous embrigadez le peuple, tant que vous empêchez les gens de respirer, tant que vous bouchez les canaux d'aération de la démocratie, ça finit toujours par exploser. Ça finit par de petits couacs un peu partout, des révoltes et tout. J'allais même finir, j'étais en train de conclure si tu as remarqué. Okay. Donc c'est tout ce qu'on demande. Et j'espère que j'aurai le temps de répondre à M. Benet Dynami. J'aurai vraiment le temps de lui répondre parce que j'ai bien envie qu'on fasse un débat, lui et moi, et surtout ce qu'il a, sur tous les aspects qu'il a, parce que j'ai des mots, j'ai des exemples. Quand il disait tout à l'heure que je n'avais pas pu argumenter, c'est parce que j'ai pas le temps d'argumenter. Je sais très bien parler. Croyez-moi, je sais, j'ai des preuves, des arguments, on peut se les changer toute une nuit. Donc je vais m'arrêter là. Merci bien. Merci beaucoup, Guy Chapa. Maître Diagbé maintenant. Oui. J'ai une motion pour Chapa. Non, Pépé, attendez d'abord. On va permettre aux gens de prendre la parole. Monsieur. Ah, ils avaient. Maître Diagbé, il n'est plus là. Ok, le conseiller. Monsieur. Il est parti. Il est descendu. Non, je peux m'exprimer. Ah, monsieur, le conseiller n'avait pas encore parlé. Non, il n'a pas du tout parlé. Donc, on va lui permettre de parler d'abord. Ok. Le conseiller, si vous êtes là, ouvrez votre micro. Oui, je vais juste m'exprimer en quelques minutes rapidement parce que beaucoup de choses ont été dites et c'est pas la peine de répondre à chaque fois sur les mêmes choses. Et moi, je voulais juste dire, même si vous êtes citoyen béninois, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, il y a des choses sur lesquelles on devait être d'accord. Sur les manifestations post-électorales qui se sont déroulées dans notre pays, moi, je ne vois pas ce qui est défendable là. Il y a eu des choses qui se sont passées et on doit condamner ces genres de choses-là. Et pour moi, quand j'entends ces genres de choses, ça me fait marrer. Je me dis tout simplement, bon, c'est la politique politicienne qu'on a l'habitude de voir dans un pays où on défend tout, on défend l'indéfendable. Il y a des gens même à la télévision qui disent des énormités. Vous voyez, vous vous dites, bon, c'est quoi ça en fait? Et c'est ça, moi, j'entends souvent sur des panels avec certaines personnes qui sont obligées de défendre pour défendre en fait. Et bon, s'ils sont des politiciens, bon, tant mieux. Mais si vous êtes citoyen béninois et que vous voyez un certain nombre de parjures, vous voyez un certain nombre comment on dit, qui ne sont pas bien, moi, je pense qu'il faut les relever, peu importe au camp auquel vous appartenez. Donc, pour moi, la justice, c'est des choses auxquelles tout le monde doit être d'accord avec. Et que si le gouvernement n'a pas pu relever des choses par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on doit le condamner. Et que c'est normal parce que ça peut se passer avec soit nos frères ou bien nous-mêmes ou bien ça. Et pour moi, quand j'entends ce genre de choses, bon, je me dis chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais en réalité, c'est dommage pour le pays parce que ça ne nous avance en rien. Et quand on parle du code électoral, beaucoup de gens l'ont déjà relevé. Et moi, je dis, bon, et qui s'est vomitant, est-ce qu'on, je sais pas, ça m'étonne quand les gens, avant certains accords, disent allons-y, alors qu'on vous a mis à l'école, ou bien vous avez un cerveau pour pouvoir réfléchir et analyser. Et on dit d'analyser et de sortir des choses ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Mais les gens disent non, allez-y d'abord tenter. Comme si une élection, en fait, on peut essayer une élection et dire, bon, revenons en arrière, voir. Non. Une élection, c'est parti pour 5 ans minimum. C'est que vous allez à une élection, les résultats, vous partez pour 5 ans. Et c'est à coût de milliards. Donc, si on doit aller à une élection, ça donne une réflexion qui doit se mener par rapport aux lois qui vont nous amener là-bas. Mais les gens disent, non, allez-y d'abord essayer. C'est des arguments bidons comme ça. Moi, quand j'entends ces choses, je n'ai même pas envie de vouloir argumenter sur des panels. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on veut argumenter? Parce que c'est des gens qui, excusez-moi, on a l'impression qu'ils ont éteint leur cerveau et qu'ils sont seulement des suiveurs, tout simplement. Parce qu'il y a des lois, il y a des choses sur lesquelles nous devons être d'accord quand même. Pour dire, bon, écoutez, avançons avec ça. Ça, on n'est pas d'accord avec. Même si nous sommes mouvementiers, ça, il faut quand même dénoncer
et autres et tout. Et souvent, quand les gens qui défendent souvent le gouvernement en place et autres et tout, ils disent, bon, c'est vrai, il y a des choses à reprocher au président, mais ils ne disent jamais, vous n'allez jamais les entendre dire, bon, nous, on reproche telle ou telle chose au président. Mais quand vous ne les soulignez pas, là, et vous le dites, bon, oui, il y a des choses à reprocher, vous ne les soulignez pas, vous faites tout simplement du suivisme, vous êtes en train de faire des analyses avec de mauvaise foi, tout simplement. Parce qu'il y a des choses, vous dites oui, il y a des choses à reprocher au gouvernement, mais vous ne les soulignez jamais. Et les gens qui critiquent ou les gens qui soulignent ce genre de choses-là, vous les critiquez encore pour dire pourquoi ils vont soulever ce genre de choses-là, en fait. Alors que c'est normal, nous sommes dans un pays. Donc, pour moi, en gros, si nous sommes dans une il y a des choses sur lesquelles on doit quand même être d'accord, même si ce n'est pas l'unanimité. Des gens qui réfléchissent, des gens qui font des analyses, on doit quand même pouvoir s'entendre sur un certain nombre de choses. Merci beaucoup. Oui, Geoffroy, respecte l'autre, s'il te plaît. Il a dit que j'aurais la parole. Non, je t'ai vu venu te voir sur le panel. Tu veux casser la dynamique du débat. Ça veut dire quoi, casser? Non, pourquoi ça veut dire casser? Non, je veux m'opiner sur le sujet. Pourquoi je veux casser? Mais pourquoi moi, tu me fais de pas mon... Tu veux prendre la motion sur qui? Pour moi? Oui, tu veux prendre la motion contre moi? Oui, ok, bon, vas-y, prends la motion contre moi. Si Biafrica permet, prends la motion contre moi. Après, je vais parler et descendre. Geoffroy, en fait, ce que je voulais permettre à Bénin Dynamique de prendre la parole, et après ça, tu auras ton tour de parole, et puis Guy Chafa aussi, qui n'avait pas terminé avant. C'est ça que je voulais faire. Donc permets-moi. Ok. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'était par rapport au sujet, parce que tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit qu'il y avait 2 points qui avaient attiré mon attention, raison pour laquelle j'avais fait, la demande pour monter. Sur la question de tout le monde est coupable, moi je dis oui. Ces 2 personnages, les 2 anciens présidents, bientôt 2 anciens présidents de la République, par la grâce de Dieu, et font partie de la classe politique. Et donc, pour moi, oui, ils étaient tous coupables, mais on va dire, ils sont tous comptables de la situation sociopolitique dans laquelle se trouve notre pays, qu'on la juge bonne, mauvaise, insuffisante ou en voie d'amélioration. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et comme a dit, je pense, Vaudon 229, il y a une résolution qui a été prise pour que les choses changent réellement. Voilà, donc là, je vais couper, je vais laisser Geoffroy qui est très impatient de faire sa motion. Oui, ok, Geoffroy, tu peux prendre la merci parole. beaucoup. On ne peut pas apporter quelques éléments de réponse aux questions posées par Guy. Monsieur Guy, s'il vous plaît. Non, je vais en venir à vous. Je vais répondre à ça après. Je vais répondre à ça après. Mais je suis à court de temps. Je laisse Geoffroy aller. Vas-y. Bénin Dynamique, moi, je ne suis pas du tout de toi sur ça. Pourquoi? Parce qu'on se rencontre sur plusieurs panels. Et quand tu me coupes pour me dire quelque chose, pour me recadrer, je me tais et tu laisses parler. Mais tu n'as pas fait, tu n'as pas été élégant tout à l'heure. Parce que tu as pris la parole et tu as voulu faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Alors que nous sommes tous ici, nous avons entendu ce qu'il a dit. Tu vois, le gars, on est tous unanimes ici quand nous parlons des gens qui sont tombés dans notre pays au cours du processus électoral. Et tu viens dire que, est-ce qu'avant, ils ne tombaient pas, tu nous parles d'essence ou bien des chauffourées et autres là, et trucs électoraux. Personne n'a dit qu'au Bénin, l'Alliance ne meurt pas. On meurt, mais on dit qu'on ne veut plus que l'Alliance tombe pour ça. Pour quelque chose dont on est habitué au Bénin, que ce soit festif. Nous voulons retrouver ça. Maintenant, je peux répondre juste à ça. Avant que tu continues, s'il te plaît, j'ai plus mon stylo et ma feuille. Je peux répondre. Ça va être très court. Tu peux aller. Tu vois que moi, je te permets. Okay. Tu peux aller. Oui, merci, Geoffroy. Et je suis désolé si tout à l'heure, j'ai dû réagir ainsi. En fait, s'il n'y avait que toi qui a ouvert le micro, je dois laisser le temps. Déjà, il faut savoir que c'est la première fois que je monte sur le panel de Monsieur Biafrica Web TV. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a beaucoup d'intervenants avec qui on a échangé.
avec qui c'est la première fois que j'échange. Donc, ils ne savent pas, ils ne me connaissent pas. Donc, je sais que certains utilisent la technique de l'interruption pour pour faire que les gens s'embrouillent ou bien ne se rappellent pas de leurs propos. Et s'il était important pour ma première intervention et pour mon premier échange avec des intervenants que je ne connais pas, de marquer mon territoire et de montrer que je ne suis ni né de la dernière pluie, ni faire de la première tige de l'arbre qui sort de terre. C'était juste pour ça. Donc, je m'excuse si j'ai dû réagir. Je voulais même te laisser, mais j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Donc, ça, c'était pour ça. Maintenant, pour les propos de monsieur, du maître Adiagbé, j'ai bien entendu ce qu'il a dit, mais c'est parce que il a, pour moi, idylé la sphère politique dans notre pays. Et je voulais dire, c'est pas parce que c'est un contexte électoral que s'il y a une situation de mise en danger du public ou des forces de l'ordre, qu'il faut ne pas réagir et défendre, même si cette réaction-là doit être proportionnée et qu'on ne peut en aucun cas justifier qu'il y ait des morts d'hommes. Mais l'état de droit prime. Merci. Ok. Donc, nous sommes d'accord, nous sommes unanimes que personne ne veut que ça se répète, en fait. Maintenant, si nous allons rentrer dans ce débat de qui a fait ci, qui a fait ça, moi, j'ai entendu dire, que ça soit toi ou... Bon, je crois, hein, c'est pas Antoine Vaudon qui a dit que il y a des gens qui étaient drogués et qui incendiaient des stations d'essence. Des stations d'essence. J'aimerais bien que vous me citiez ces stations de brûlées, là. Et vous dites même qu'ils ont été instrumentalisés. Pourquoi toujours vous croyez, vous là où vous êtes là, si quelqu'un vient vous voir chez vous pour sortir et manifester là, quelqu'un va vous forcer à faire ça? Vous êtes des enfants, vous êtes conscients, non? Vous savez ce que vous faites, non? C'est-à-dire, vous connaissez comment le Béninois n'aime pas se mettre dans ce genre de trucs là. Donc, à un moment donné, si les gens se lèvent, ils rentrent dans marché là. Pourquoi vous ne connaissez pas que c'est un ras-le-bol de la population, du citoyen? Pourquoi vous ne pensez pas que ça peut être une autodétermination du citoyen? Et vous mettez ça toujours sur quelqu'un qui est dans l'homme quelque part et qui manipule. C'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre. Parce que vous dites que vous avez dit de donner les preuves que c'est le président Patrice Talon qui a dit de tirer sur les gens. On peut vous poser cette même question, vous dire de donner les preuves que c'est les opposants à l'époque là qui ont manipulé les gens pour dire ça. Et nous n'allons jamais finir ici, nous n'allons jamais quitter ici. Nous allons jamais... Ok, je peux répondre à ça? Non, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Si nous continuons comme ça, nous n'allons jamais... Si nous continuons comme ça, en fait, là, nous n'allons jamais régler ce problème-là. Parce qu'à tout moment, nous allons dire, c'est telle personne qui manipule. C'est le président Pessalon, c'est le président Yaï. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi je comprends que depuis un très bon moment, quand nous dénonçons ce code électoral-là, les gens ne veulent pas écouter parce qu'il y a des gens qui chuchotent à l'ordre de nos gouvernants pour dire de tenir bon parce que c'est telle personne qui est derrière. C'est telle personne qui est derrière. Alors, la question que moi je m'en vais vous poser, malheureusement, vous n'est pas là et je sais bien pourquoi il n'est pas là. Je sais très bien pourquoi il n'est pas là. Hein? Ouais, je sais très bien pourquoi il n'est pas là. Vous dites que si les LD sont aussi populaires que ça, que c'est très facile pour eux de se faire plébisciter par les électeurs. Bon, d'accord. Les partis qui sont de la mouvance actuellement, là, qui disent qu'ils ont bien travaillé, là, qui vont gagner les élections facilement, là, et ils savent ça. Pourquoi ils ont mis l'alinéa dans le code électoral leur permettant de s'unir et d'avoir cette fois-ci seulement que 10%? Pourquoi? S'ils savent que c'est facile de se faire adouber par le peuple, pourquoi ils ont mis cet alinéa-là? Et il y a une mauvaise foi là, à l'intérieur là. Et je ne comprends pas que nous soyons allés à l'école et que nous connaissons le contexte politique africain. Et que nous ne comprenons pas que ce code est taillé sur mesure, est taillé pour exclure non pas les partis politiques, mais les citoyens. Hein? Et comment on appelle ça? Par rapport au... J'ai une question pour toi, Bénédicte, mais j'aimerais bien franchement que tu me répondes. Merci. Oui, ça fait 2 points. Oui. Vaudon. Je peux répondre avant que tu ne poses la question à Vaudon. Non, Geoffroy, ça fait 2 personnes différentes. Non, moi je peux répondre déjà, s'il te plaît. Geoffroy, je dois descendre. Mais pourquoi les règles que vous avez fixées vous-même là? Pourquoi vous avez du mal à respecter les règles que vous avez fixées vous-même? Geoffroy, non, mais... je ne veux pas que le débat soit enfermé entre vous deux. D'accord, je vais noter. Oui. J'ai noté, mais là, il est passé à Vaudon, c'est ce que je dis. Mais je le laisse continuer. Il a dit, vous deux. Il n'a pas juste dit Vaudon, il dit vous deux. Donc, notez et revenez là-dessus. Il n'y a pas de souci. Merci, Guy Chaffard. Je vais vous poser une question. Vous avez dit tout à l'heure que
il y a des points, je peux vous citer 1000 points dans ce code électoral qui ne sont pas bons. Mais vous avez parlé des 20%. Si vous-même vous reconnaissez qu'au niveau des 20%, il y a un problème déjà. C'est-à-dire que vous reconnaissez en votre fort intérieur que le code n'est pas bon. Il y a des gens qui jouent leur carrière, leur avenir politique à cause de ce code-là. Mais vous voulez qu'ils se rangent. La question que je vais vous poser, c'est ça. Bénin Dynamique et Vaudon. Et c'est spécialement pour Bénin Dynamique. Vaudon, lui, je ne lui pose pas parce que je sais qu'il n'a pas encore lu le code. Bénin Dynamique. Vous dites que LD n'a qu'à travailler, les partis de l'opposition n'ont qu'à travailler. Ils cravachent n'importe comment. Je te pose toute cette question-là. Et je veux que tu répondes devant tout le monde ici. Ils arrivent à avoir 20% dans 23 circonscriptions électorales. Dans la 24e circonscription, ils ont 18%. Selon toi, ils ne sont pas légitimes. Selon le code, ils ne sont pas légitimes pour participer à la distribution des sièges au Parlement. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu ne penses pas que le gars qui a cravaché pour élire un député dans la circonscription, à 3 circonscriptions, et qui est fier de son combat politique, qui se retrouve à la disposition qu'on lui dise que, parce qu'au niveau de la 24e circonscription électorale, quelqu'un n'a pas rempli, ils n'ont pas rempli les 20%, ils ont seulement 19% là-bas, tu penses que ce citoyen sera heureux et que si quelqu'un vient dire, ah, ils sont en train de nous taquiner là, il ne va pas se lever lui-même et rentrer dans la rue et protester? C'est la question que je vous pose. Merci. Ok, alors très bien. En fait, oui, bien sûr, on est d'accord que on ne veut plus qu'il y ait ce genre de débordement, qu'il y ait des morts lors des manifestations politiques ou lors des élections. On est tous d'accord là-dessus. Mais il faut dire aussi que nous voulons, d'accord, des manifestations pacifiques et que nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où la vie d'autres personnes, d'autres humains soit menacée et qu'il y a plusieurs autres manières d'exprimer son mécontentement que par la violence ou que par l'atteinte à la sécurité des hommes et des biens dans notre pays. Donc on est vraiment tout à fait d'accord sur ce point-là. Maintenant, le point qui a suivi, je n'ai plus exactement en tête. Ça, c'est de ma faute, donc ce n'est pas ta faute à toi, mais je vais répondre maintenant du coup au sujet du code électoral. Au sujet du code électoral, moi, je t'ai toujours dit, j'ai toujours été clair là-dessus, je t'ai toujours répondu que moi, j'étais pas d'accord avec les 10%. Moi, je suis pour que les partis aillent individuellement la plupart du temps, pour que le peuple puisse avoir une clarté au niveau du système partisan, c'est-à-dire qu'au niveau des idées, que le bloc républicain dise quelles sont sa ligne directrice et qui sont ces idées, si c'est la conservation des valeurs de notre pays et si c'est un État fort sur le plan de l'autorité des forces de sécurité, que l'Union progressiste dise quelles sont ces idées, si ce sont des idées libérales et qui sont pour une évolution des mœurs, la liberté d'expression, la liberté enfin en griffe, la liberté des droits des femmes et qu'on je ne vais pas m'étaler sur une vision ou sur les idéologies que pourraient avoir des partis, et que chaque parti, manifestement, le Bénin dise que lui, c'est défendre les zones rurales et les paysans et consorts. Donc que chaque parti dise, les démocrates qui sont la voix du peuple, qui sont là pour, par exemple, les salariés, donc ils aident de leur côté les groupes syndicaux et qui sont là pour la voix du peuple, la liberté de manifester, consorts et consorts. Donc que chaque parti dise, donne ses idées et qu'ils aillent aux élections. Les 20%, ce n'est pas 20% des inscrits, c'est 20% des voix exprimées. Et pour répondre à ta question, oui, malheureusement, c'est malheureux et c'est clair que... Les 20%, c'est pas ça. Hein? S'il te plaît, s'il te plaît, bon, tu vas parler après moi et quand tu vas répondre, je vais décompter. Je pense que ce que j'ai dit n'est pas compliqué, hein. Je vois même pas comment on peut discuter de ça. C'est 20% des suffrages exprimés. Donc, comment on peut demander 20% des gens qui sont inscrits? Ça n'a aucun sens. Donc, ce que j'ai dit là, même, on va encore discuter de ça là maintenant. C'était comme ça, on a peine à avoir les 10%. Oui, je ne refuse pas. Non, je réponds à qui, Chafa? Ah,
Parce que... Je vais vous expliquer ceci. Ce que je vous explique. Vous allez expliquer ça après. Vous allez expliquer ça après. Parce que vous allez répondre, peut-être. Vous allez répondre à côté. Bon, vas-y. Je ne te coupe pas. En fait, ce que je dis, c'est faux. C'est 20% des suffrages exprimés, mais pas circonscription électorale. Oui, lorsque vous n'arrivez pas à réunir ces 20%, on vous envoie à 10% au niveau des suffrages exprimés. Qui chaffa. Je connais le code électoral, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ok, donc je réponds à Geoffroy sur la question au sujet des 23 circonscriptions et de la 24e sur lequel il y aurait ce défaut des 20% des suffrages exprimés dans cette circonscription. Malheureusement, au vu de la loi actuelle, du code électoral actuel, il n'aurait pas droit, en fait, de participer à la répartition des sièges. Et on peut comprendre ou bien on peut ressentir qu'il y a une justice, mais c'est la loi dans laquelle on est. Et si jamais c'est comme ça, laisse-moi finir, je vois qu'il y a ton micro qui bouge. Il faut voir s'il y a d'autres qui ont réussi. S'il y a d'autres qui ont réussi à faire cela, c'est un exploit. Bien sûr que si on considère qu'il y a cette notion de 10%, on peut considérer qu'il y a une justice. Et je t'ai toujours dit que moi j'étais contre le fait de l'option d'utiliser ces 10%. Donc, on peut se mettre d'accord sur ce plan-là. Et je ne sais plus s'il y a un autre point sur lequel je dois finir. Donc, tu as d'accord qu'il y a une injustice? Je dis que s'il n'y a personne autre qui réussit à faire les 20% et qu'on doit passer par les 10%, bien sûr qu'on peut considérer qu'il y a une injustice, parce que moi, dès le départ, j'étais contre les 10%. Non, ce n'est pas si. C'est ce qui va se passer. Il y a déjà un accord entre les deux parties de la mouvance. Bah, donc, on verra. Ce qui risque de se passer. Maintenant, si les deux n'arrivent pas à voir, tu as écouté la réponse de l'honorable Aladatin qui dit que nous allons recommencer les élections législatives. Donc, c'est que eux-mêmes, ils savent que nous pouvons aller dans un tel impasse. On va encore prendre nos milliards pour réorganiser encore tout un processus électoral. Alors qu'on peut prévenir. Tu sais que ton arbre sera infructueux et tu continues par l'arroser. Mais quand même. Donc, moi, j'ai été clair. Hein. J'ai été clair sur ma position par rapport à ça. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. On va permettre à Guy Chaffa de réagir. Et puis après, j'ai quelqu'un qui attend ça fait un moment aussi. Monsieur Biafrika, oui, je vous remercie pour il faut pas l'opportunité. J'ai déjà dit depuis tout à l'heure que j'allais partir, donc je vais attendre que vous vous exprimez. Je vais rester dans les commentaires et je ne vais pas répondre parce que je sais que si je réponds à répondre, je vais attendre vous écouter dans les commentaires. Biafrika, merci beaucoup et j'espère que je pourrai avoir l'opportunité de venir m'exprimer plus longuement et plus préparé. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Okay, merci. Merci. Biafrika, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir la parole rapidement parce que là, je dois aller et je dois me déconnecter aussi. On va suivre l'autre quand même. On va permettre à Guy Chaffa de réagir. Et puis, s'il vous plaît. Donc, je ne réagis pas. Merci beaucoup. Oui, monsieur Baudon, vous allez prendre la parole tantôt. Monsieur Baudon 229, vous allez prendre la parole tantôt. Alors, okay. Merci beaucoup. J'allais ajouter une chose. Vous savez, ce code électoral, moi j'ai eu déjà la chance d'aller déjà une fois aux élections législatives avec le code de 2019 ou de 2020. Et la difficulté qu'il y a, je la connais. J'ai déjà eu la chance de vivre ça. Et moi, je crois que ce n'est pas de mes prérogatives aujourd'hui de dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Mais je crois que si nous aimons ce peuple-là, devons lui permettre, d'accord, d'aller librement élire ses dirigeants. Parce que si nous ratons ça, si on ne nous permet pas de le faire, ça fait 5 ans encore. Et ce n'est pas bien. C'est ce qui frustre les uns et les autres. Ça fait 1. 2. Je voudrais rentrer, j'ai oublié un petit peu quand je parlais tout à l'heure. Le problème, le code du travail actuellement, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui peut nous rendre? Qu'est-ce qui peut rendre Béninois fiers de ce code du travail-là? Lorsque quelqu'un est venu dire, je crois que c'est M. Vaudon, il aura l'occasion peut-être de me répondre, peut-être que j'ai mal compris, qu'on dise que les droits de grève ont été arrachés, ou bien contrôlés comme on est en train de le dire. Alors qu'on sait très bien qu'il y a eu un revirement jurisprudentiel dans ce cas-là expressement. Lorsqu'on a essayé de le faire une première fois, la Cour a cassé la décision.
La Cour de haut a cassé la décision et a précisé les raisons pour lesquelles elle a cassé. Et on est revenu, dès qu'on est devenu président de la Cour constitutionnelle, on est revenu et on a fait cette machination-là au vu au-dessus de tout le monde. Je me pose une question. Et quand vous justifiez cela, pourquoi est-ce que nous faisons ça? Comment est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait qu'un Béninois travaille dans son pays et qui n'a plus le droit, qui ne peut pas avoir un CDD, qui ne peut avoir, qu'un CDD. Et on dit qu'on est capable de nous renvoyer de nos boulots à partir du moment où qu'on est commis une faute ou pas. Et même si on va devant une cour, devant une justice, on ne nous paiera que 9 mois cumulés de salaire et que nous devons dégager. Ensuite, les droits de grève. Vous savez, est-ce que vous avez jamais posé la question à un syndicaliste? Comment est-ce qu'ils arrivent à déclencher la grève? Moi, j'ai posé la question. Il y a plusieurs étapes pour qu'on déclenche une grève. Avant, on finit par déclencher la grève lorsque, après avoir passé toutes ces étapes-là, le gouvernement n'a pas cédé. On a eu des moments où le chef de l'État béninois lui-même avait reconnu. Je parle de Yahi Boni en son temps. Qu'on leur a posé la question une fois, comment vous les appelez? Les syndicalistes sont allés les voir. Il y a telle chose, nous voulons ci, nous voulons ça. Qu'ils étaient peut-être dans l'incapacité, mais qui n'ont pas répondu. Et c'est ça qui a conduit à la grève. Est-ce qu'on ne peut pas désamorcer cela? Tout simplement. Je n'ai pas dit en accident à ce que les syndicalistes ont dit, mais en les écoutant tout simplement, nous avons eu des cas où on n'avait pas du tout écouté les syndicalistes. Et ça a conduit à des grèves où des gens sont morts. Moi, ça me fait mal que des gens soient décédés parce que, soi-disant, que les ci ou les ça étaient en grève, il y avait ci. Mais le problème, est-ce que quand on voit réellement la revendication des syndicalistes, quand on voit ce que les médecins revendiquaient, quand on voit ce que les enseignants revendiquaient, est-ce qu'ils n'avaient pas raison? Est-ce que ce qui aurait été bien n'aurait pas été qu'on s'asseye tous et qu'on définisse des choses au lieu de dire il n'y a plus de grève et que des gens aujourd'hui travaillent et aient peur de travailler? Parce que on sait que si on te renvoie 9 mois de salaire cumulé, tu dégages. Qu'on se lève un jour et qu'on prenne des gens qui ont 29, ou j'ai dit 29, 21, 19 ans, je ne sais pas, hein, je crois que c'est à partir de 21, et qu'on leur dise allez à la retraite anticipée. Et c'est ça que nous devons applaudir. Moi, si on doit applaudir pour ça, nous allons tous applaudir. Mais je pense qu'on doit quand même essayer de réfléchir dans la bonne direction et voir ce qui est bien pour notre pays, ce qui est bien pour notre peuple. Parce que les gens ne sont pas fous, ceux qui revendiquent ne sont pas fous. Ils ne se lèvent pas pour revendiquer. C'est parce qu'il y a un problème. Et refuser de les écouter tel que ça se passe aujourd'hui nous conduira indubitablement vers une situation où nous ne pourrons pas tous parler. Et c'est ce que moi je souhaite pour nous. Je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Maître Adjagbe, vous êtes de retour. Je vous avais donné la parole tantôt, mais je pense que vous avez eu un petit souci technique. Oui, c'est un problème technique. Je me voyais sur le panel et je pensais que j'étais sur le panel. Ah, okay. C'est après que je me suis rendu compte que en fait, c'était une panne technique et j'ai relancé. Bien, merci beaucoup. Je dirais que les dieux vous ont rendu visite. C'est dommage que mon ami Béné Dynamique soit parti avant que je ne prenne la parole, parce qu'il m'a posé une question directement. Je voulais commencer par là. Ok, d'accord. Bon, donc il demandait il ne sait pas qui je suis, est-ce que c'est un avocat ou ceci. Moi, je suis un maître spirituel et je ne me cache pas. Je suis suffisamment clair dans tout ce que je dis et j'assume toujours tout ce que je dis. Et je suis ce maître spirituel-là qui a participé aux travaux qui ont renforcé, qui ont aidé Mercredi Rouge, puisqu'il y a eu beaucoup de travaux spirituels en son temps pour le Mercredi Rouge. J'étais parmi ceux qui ont aidé à ça. Les Mercredis Rouges, qui parlent de Mercredi Rouge, parlent de Djogbenou, de Talon et consorts. Je suis celui-là également qui a participé aux travaux spirituels lors des présidentielles de 2016. Et beaucoup de gens me connaissent
dans les hautes sphères, ils me connaissent très bien. C'est pas qu'ils ne me connaissent pas, ils connaissent très bien. Des ministres et des hommes spirituels qui sont autour de lui aujourd'hui, ils me connaissent parfaitement. Et je sais que beaucoup me connaissent aussi ici, parce que quand j'interviens sur les panels, quand je dis des choses, parfois j'appelle des noms et je défie quiconque peut contredire ce que j'ai dit. Parce que je sais beaucoup de choses. Donc, je veux le rassurer, je ne suis pas un avocat, mais je suis très introduit. Maintenant, par rapport au sujet du jour, je pense, avant de développer, que tout le monde est coupable. Tout le monde. Que ce soit la classe politique, que ce soit le peuple. Tout le monde est coupable, mais à divers degrés et suivant certains paramètres. Quand nous prenons les lois qui ont été votées, la plupart des lois ont été votées par la classe politique. Et cette classe politique-là était presque en intégralité aux ordres de Talon. Et sous le régime Yahi, nous l'avons remarqué, il participait même parfois à des nominations de ministres. Et nous avons su, parce que lui-même l'a dit, après l'a reconnu, qu'il a participé au chaos. Si quelqu'un de son rang reconnaît une erreur de ce genre qui a fait du mal au peuple, comment peut-on lui faire confiance quand il parle de réformes politiques et on vote des lois qui assassinent la démocratie? Et à chaque fois, vous allez remarquer que à chaque fois qu'une élection approche, on modifie les tests. À chaque fois, on modifie les tests. Si c'était comme ça depuis toujours, est-ce que lui pouvait venir au pouvoir? Je ne pense pas. Donc, il faut déjà qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que si on a besoin de remodeler les tests chaque fois, c'est toujours pour le faire à son avantage. Suivons mon regard. L'élection municipale qui a eu lieu dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en plein processus qu'on est retourné à l'Assemblée pour voter une loi que le président s'est empressé de ratifier, de promulguer plutôt. Donc, quand des choses comme ça se passent, comment peut-on encore faire confiance à un régime, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit le pouvoir? Comment peut-on faire confiance que le processus qui est en cours sera respecté? Même si quelqu'un faisait le miracle de faire 20% dans tous les circonscriptions électorales, pensez-vous qu'on va le laisser prendre? Eh bien, c'est très facile. Celui qui est au pouvoir, qui fait tout pour tout gagner, il va faire en sorte que c'est ces partis qui auront 20% partout. Surtout que, quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, vous n'avez pas la possibilité d'avoir les feuilles de décompte. On vous interdit même de filmer et de publier, alors même qu'en 2016, c'est cette opération que nous avons faite qui a permis au président Talon d'être là aujourd'hui. Parce que Yahi était au pouvoir et avait son poulain. Et si tout le monde, dans tous les bureaux de vote, n'avait pas leur portable pour communiquer les résultats au fur et à mesure, est-ce qu'il pouvait prendre le pouvoir? C'est parce qu'il sait tout ça qu'il veut contrecarrer pour conserver le pouvoir, pour manipuler le pouvoir, qu'on fait ce genre de choses. Et il est fier de dire qu'il a fait des réformes politiques appréciées. Appréciées par qui? Appréciées par qui? J'ai dit dans mon intervention tout à l'heure que le président a fait un parjure dans la mesure où il y a eu des morts civiles, on a tiré à balles réelles et qu'il n'a pas réagi. Et je dis qu'il a fait un parjure, je dis qu'il est comptable de ce qui s'est passé. Mais l'autre, il dit que le président a donné d'ordre. Où est-ce que, quelle preuve j'ai qu'il a donné d'ordre? Mais la seule preuve que j'ai, c'est le fait que ceux qui l'ont fait n'ont jamais été inquiétés jusqu'à ce jour. Ceux qui sont tombés sous les balles n'ont jamais été endommagés jusqu'à ce jour. Si tu es père de famille et tu vois qu'on tue tes enfants devant toi et tu ne dis rien, ça veut dire que c'est toi qui a donné l'ordre pour que ça se fasse. Sinon, tu allais réagir. Et ça, c'est la seule preuve que j'ai. Et cette preuve est suffisante pour que j'en parle, pour que je dise que c'est un parjure.
Si les hommes politiques aujourd'hui n'ont pas le courage de dire tout ce qu'ils doivent dire, excepté candidat Zanaï, c'est parce qu'ils ont tous mangé au râtelier. Ils ont tous été financés par Talon en son temps. C'est pour ça. Et quand c'est comme ça, c'est normal qu'ils sont obligés de se cacher sous sa culotte pour ne pas être inquiétés. Parce qu'il a tous les moyens contre eux. Donc, que des jeunes qui n'ont pas les informations, qui ne sont pas introduits dans certains milieux, qui n'ont pas les éléments qu'il faut, disent ce qu'ils ne savent pas. C'est bon d'avoir un beau discours politique parce qu'on a appris à l'école qu'on peut faire du dilatoire pour voiler les questions, pour échapper aux questions. C'est bon d'apprendre tout ça, c'est bon de le faire. Mais est-ce que ça profite à notre pays? Est-ce que ça profite à notre continent? Est-ce que ça profite au peuple noir? Non, ça ne profite pas. Il faut revoir la copie. Il faut vraiment revoir la copie. Et on a parlé économie. Si quelqu'un, Vaudou 229, il attaquait quelqu'un par rapport à l'économie. Mais vous avez oublié qu'on a fermé les frontières du Nigeria pendant des années et que le Bénin a souffert de ça. Vous avez oublié qu'actuellement, la frontière du Niger est fermée et que le volume d'affaires que ces deux pays-là apportaient au Bénin était énorme. Les statistiques sont là. Tout le monde savait que la douane de Sémékraké rapportait beaucoup à l'économie béninoise. Tout le monde savait. On le sait. Les statistiques sont là. Et aujourd'hui, le Niger, le volume de marchandises qui transitaient par le Bénin, rien que à cause du Niger, imaginez, allez voir. Parce que c'était le port privilégié des Nigériens. Il y avait des accords tacite entre le Bénin et le Niger par rapport à ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'on me dise qu'il n'y a pas de difficulté économique et que tout va bien pour le meilleur du monde, vraiment, le volume de prêts est là. Nous le savons, nous le voyons. Donc, je dis, la classe politique béninoise est responsable de tout ce qui se passe. Parce que c'était une classe politique pourrie qui s'est embourbée dans la corruption et qui s'est reliée totalement à la France-Afrique. De sorte qu'elle n'a plus la possibilité de parler ni devant le colon, ni devant les opérateurs économiques, en l'occurrence le président actuel, qui a les cartes en main à tous les niveaux. Et je dis le peuple parce que c'est le peuple qui a élu. Et le peuple a tous les moyens, je dis bien tous les moyens d'arracher le pouvoir à celui à qui il a confié, qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Et le peuple doit pouvoir utiliser tous les moyens qu'il faut. Le premier moyen, c'est le vote. Mais si le vote n'est plus crédible, comme on l'a vu, on a vu Porte-Novo dans les mains du PRD, ils ont gagné totalement lors des municipales. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu prendre la mairie de Porte-Novo, tout simplement parce qu'on est allé à l'Assemblée pour voter une loi express, comme d'habitude, comme on a fait pour notre constitution, nuitamment, on a voté, ça a été promulgué rapidement. Et au cours du mandat du président Talon, on a modifié la constitution 2 fois et le code électoral plusieurs fois. C'est lamentable. Et le peuple ne réagit pas. Vous allez me dire que à cause des morts, donc il faut pas avoir ça. Non, pardon. Ce discours-là, c'est un discours qui ne peut pas passer. Les grandes nations se sont constituées grâce aux révolutions. Les grandes nations se sont constituées grâce au soulèvement populaire. Quand on dit soulèvement populaire, on ne dit pas par les armes, non. Le peuple ne prend pas les armes. Pas du tout. Le peuple va au vote pour dire aux dirigeants non. Mais quand le peuple se rend compte que son vote n'est pas pris en compte et qu'on manipule les votes, comme on a parlé du chaos, comme on a vu lors des municipales passées où on a manipulé les choses, comme on a vu lors des législatives 2019 où
on a sorti un document miracle pour empêcher des gens d'aller aux élections, où on a vu, lors de ces mêmes élections, de hauts responsables parler de fautes mineures, fautes majeures. Quand le peuple se rend compte de tout ça, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple prend la rue et décoiffe le dirigeant, lui prend son siège, tout simplement. Et ça, c'est un droit reconnu au peuple de reprendre le pouvoir à celui qui l'a confié et qui fait ce qu'il ne doit pas faire. Ok, donc, j'avais une minute encore, je vais revenir à vous après. Oui, je disais que je pense avoir répondu à la question. Tout le monde est coupable. Oui, merci. Tout le monde est coupable. Merci. Ok, Vaudou 229, vous pouvez réagir parce que vous avez été interpellé. Oui, et encore merci encore vous. Hein. Malheureusement, j'ai été interpellé par Geoffroy qui n'est plus là. Voilà. Donc, déjà, il avait dit que quelque chose. Ça coupe, on ne vous entend pas du tout. J'étais dans les commentaires, il appelait mon nom à plusieurs reprises. Et il disait que je ne suis pas là et qu'il sait pertinemment pourquoi je ne suis pas là. Et raison pour laquelle j'étais monté encore. Oui, vous me recevez? Ok, allez-y maintenant parce que ça coupait vraiment. Ok, allez-y maintenant. Il semble que ça c'est mieux. Vous me recevez? Oui, maintenant, oui. Ça, c'est l'affaire des réseaux, ça. Oui, on vous écoute. Vous me recevez? Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, apparemment, notre ami, il doit avoir un problème de réseau. On va prendre quelqu'un. Il y a Chan Daed qui voulait intervenir parce qu'il voulait descendre. Je vais revenir à vous dans une minute. Vos 229. Je vais revenir à vous dans une minute. Bah, il peut finir le temps que je... Il peut finir, non? Oui, on ne l'entend pas du tout parce que ça coupe à toutes les secondes. Ok. Peut-être ça va se stabiliser, oui. Ok, parfait. À mon niveau, d'abord, j'apprécie les interventions qui ont précédé. Et moi, je ne suis pas sur le terrain et comparativement aux autres, ils ont quand même des données plus ou moins crédibles parce que voilà, comme on le dit, voilà, ce sont les données qui justifient une thèse ou une antithèse et donc ils sont plus ou moins crédibles. Et je vais tenir compte de ces données-là pour pouvoir aller plus rapidement, très rapidement d'ailleurs. Moi, à la question de savoir si tout le monde est coupable, moi j'ai déjà répondu en disant que tout le monde n'est pas coupable. Disons-nous la vérité. L'assertion ici, c'est celle de Bertin Corvée qui nous incrimine tous ensemble face à la situation qu'on a connue. Et Bertin Corvée, je l'ai dit précédemment, c'est un personnage très peu crédible en personne. Lui-même, même là, il n'est pas assez crédible. Parfois, il y a des gens, quand ils disent des choses, parce qu'ils n'ont pas une très bonne cote de crédit, on ne peut pas leur faire confiance. OK? Voilà. Donc, lui, en le disant comme ça et comme ça, du point de vue vraiment personnel, je trouve que il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes, ok, et faire sa propre analyse soi-même et s'en tenir à cela. Donc pour moi, nous ne sommes pas tous coupables, ok, parce que quand on élit des dirigeants, c'est pour qu'ils prennent des décisions, c'est pour qu'ils voilà, nous dirigent, qui nous représentent à des instances et nous protègent aussi. OK? Et donc, quand il y a manifestation, par exemple, OK, c'est du devoir du pouvoir étatique, OK, de faire en sorte que, voilà, on peut pas se lever et manifester comme ça.
Ok, il y a un art un art il y a un art qui entoure, comment on l'appelle, ou un règlement qui entoure une grève ou une manifestation. Donc, est-ce que la demande a été faite avant que les gens se mettent dans la rue? Si la demande a été faite et a été autorisée, ça veut dire que l'itinéraire même de la marche est connu. Et donc, à partir de là, c'est du devoir de l'État d'encadrer les manifestants, de veiller à ce qu'il n'y ait pas débordement, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de vandalisme et qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine comme on l'a vu. Ok. Mais la répression comme on l'a vu, faute de ce que, oui, les manifestations n'ont pas été encadrées. La répression, est-ce que c'était aussi sanglante, hein? Est-ce que c'était nécessaire? S'ils avaient encadré la manifestation, on serait pas là. S'ils avaient fait une répression bien organisée, ou est-ce qu'on n'a pas des pertes comment l'appelle-t-on, des morts sur le chemin, là, on ne serait pas ici en train de parler de la sorte. OK? Donc, on arrête de dire que oui, tout le monde est coupable, tout le monde est coupable. Tout le monde n'est pas coupable. On a des dirigeants, on les a élus pour nous protéger. Et c'est notre droit de sortir et de manifester comme monsieur Maître Adja l'a dit. Écoutez, c'est notre droit et on a le droit de manifester. Et donc, c'est leur responsabilité de nous protéger, non de nous tuer. OK? Ça, c'est vraiment important de le savoir. Et je vais aborder la question du code électoral. Maintenant, le code électoral, est-ce qu'on parle du même code électoral? Le code électoral que moi j'ai laissé avant que quelqu'un vienne là, c'est la lépine, hein? Mais qui a plus tard changé avec toutes les modifications qu'on a connues. Il y a eu des règles d'exclusion et tout. Moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que le code électoral, que ce soit pour les élections prochaines ou les élections qui vont venir après les élections présidentielles, c'est un code électoral vraiment acquis pour le pouvoir. C'est un code électoral vraiment acquis pour le pouvoir. Acquis pour le pouvoir dans le sens où comprenez avec moi que d'abord les règles qui régissent le code, ok, aucun parti n'a le pouvoir ou les qualités ou comment l'appelle-t-on, la capacité, ok, de répondre à toutes les règles. Donc sur le chemin, il va y avoir des exclusions. Donc, et qui sont ceux qu'on va retenir? C'est toujours ceux-là qui seront en faveur du peuple. Et ce qui fait qu'au niveau du pouvoir, on a un pouvoir monopolaire et au niveau du... Ah non, déjà? Oui. OK. Donc, c'est ça. Fait que le code électoral, honnêtement, c'est un code électoral auquel moi, je ne fais vraiment pas confiance. Ça, c'est sûr. On va débattre sur plusieurs journées, on pourrait débattre plusieurs fois là-dessus, mais c'est bon, moi je pense pas que c'est en notre faveur. Et tout le monde n'est pas coupable comme tout le monde, comme on le dit. Et puis monsieur Maître disait que oui, c'est le peuple qui a le pouvoir d'arracher qui a la force et le pouvoir d'arracher, comment l'appelle-t-on, le pouvoir lui-même auprès des dirigeants qu'il a élus. Moi, je dis c'est vrai, mais vraiment, en Afrique, c'est pas vrai. C'est vrai, mais en Afrique, c'est pas vrai. OK? Sinon, tout est sur papier seulement. OK? On parle, mais tout est sur papier seulement. OK? Donc, ce serait vraiment mon opinion pour répondre à la question. Merci et je vais me déconnecter là, et que je vous souhaite bonne soirée. OK, c'est bon, bonne soirée. Oui, OK. Oui. Vaudon 229, vous pouvez reprendre la parole. Mais Vita, je vais vous donner la parole dans quelques secondes. Je vais permettre à Vaudon 229, en espérant que votre connexion, ça va mieux fonctionner maintenant.
Allez-y, Vaudou 229. Merci encore une fois. Je vais essayer. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, c'est beau maintenant, oui. Oh, d'accord. D'abord, à entrer, je voulais dire, il y avait un monsieur qui était monté là. J'ai oublié carrément son nom. Je ne sais même pas s'il a pu donner son avis avant de quitter. Il était dans les commentaires. Voilà, je n'arrive pas à retrouver son nom. Il était dans les commentaires, il m'écrivait quand j'avais pris la parole. Tantôt, il me disait que voilà, qu'il a horreur de ma compétence. Je vais quand même l'appeler à se respecter. Voilà, sinon, moi, je peux me considérer comme étant son petit frère ou bien même son grand frère. Donc, moi, même s'il manque de respect aux gens, moi, je ne peux pas me permettre de lui manquer de respect. Voilà. Maintenant, j'étais dans les commentaires quand j'entendais Geoffroy, il m'appelait, voilà, et il disait que je suis descendu, et puis il sait pourquoi je suis descendu. Non. Geoffroy, avec Geoffroy, on se connaît. Voilà, on se connaît, et puis on se prend souvent sur des panels. Sur ce panel, c'est pour la première fois que je viens de monter. Donc, il avait dit que la question qu'il voulait me poser, il ne voulait même plus me poser parce que moi, je n'ai pas encore lu le code électoral. Et il a adressé la question à Bénin Dynamique qui est descendu. Moi, j'ai dit quelque chose. Hein. Déjà, quand lui, il dit que moi, je n'ai pas encore lu le code électoral, je ne sais pas comment il peut se permettre de dire quelque chose comme ça. Comment il peut, je ne sais pas. C'est comme si il est dans mon intimité ou bien on vit au quotidien ensemble. Il sait que je n'ai pas lu quelque chose. Et encore, même si je n'ai pas lu, et les gouvernants ou bien les bons dirigeants ne sont pas forcément des grands technocrates. Ce n'est pas ceux qui sont de grands technocrates, non, c'est le bon sens qui guide. Et les éléments fondamentaux du code électoral que les gens sont en train de clamer haut et fort un peu partout, c'est la question du 20%. Maintenant, si les 20% chutent, c'est la question du 10% où, quand vous avez les 10% sur l'étendue du territoire national, vous pouvez vous permettre maintenant de vous cotiser les parrainages. Est-ce que ce n'est pas comme ça? Déjà, si nous savons ça, on peut déjà faire nos interprétations à propos. Je ne sais pas pourquoi il peut se permettre de dire que nous, on n'a pas lu le code électoral. Maintenant, il faut dire quelque chose. Les grands États, les grands pays que nous sommes en train d'envier aujourd'hui, ce n'est pas ces pays-là qui sont levés d'un coup et c'est-à-dire ils sont grands, bon, ils sont devenus grands d'un coup, non. C'est des pays qui ont fait de longs chemins, qui ont eu peut-être même à chuter à des parcours, à un certain nombre de parcours donnés, et ils ont acquis de l'expérience. Chemin faisant, ils se sont fait des expériences terribles. OK? La question de parrainage, déjà, ce que nous sommes en train de remarquer avec la réforme du système partisan, ils ont fait de telle en sorte que les élections, comme les élections législatives, ne soient plus des élections de proximité. Parce que un député qui va à l'Assemblée, qui lève la main et qui dit qu'il est oui pour une loi, normalement, cette loi n'est pas seulement appliquée à sa communauté ou bien à sa circonscription électorale. C'est pour tout le pays. Et pour respecter cela, il faut être représenté dans toutes les circonscriptions électorales. Ces députés doivent être représentés dans toutes les circonscriptions électorales. Et pour pouvoir mieux cadrer ça, c'est la question de pourcentage qu'il faut. Et je pense que l'ensemble des classes politiques étaient quand même d'accord pour la réforme du système partisan. J'étais en train tantôt de l'évoquer par ici quand je disais que c'était la 7e législature même qui avait contribué à la réforme du système partisan. Et cette législature était représentée par près de 42 partis politiques. Et des gens vont nous dire que ces 42 partis politiques étaient à la solde toujours du gouvernement de Patrice Talon. Non, non, non. Sérieusement, moi je ne peux pas être sincèrement d'accord avec ça. Je peux me tromper, mais je ne peux pas être sincèrement d'accord avec ça. Et il faut dire, c'est le peuple qui a la souveraineté. La souveraineté revient au peuple. Et quand le peuple dit non à un gouvernement, ce gouvernement ne peut pas rester en place. Ça veut dire que
depuis 9 ans ou bien 8 ans et quelques, si le président Patrice Talon est là, ça veut dire que c'est le peuple béninois qui l'a voulu. S'il ne l'avait pas voulu, ils auraient dû le descendre, à coup sûr. Mais s'il va tirer sur l'ensemble des populations, est-ce qu'il peut tirer sur 13 millions de Béninois? Je ne suis pas trop sûr. Et les marches que les gens organisent, même si 1 million de personnes se mettent dans les rues, mais vous allez croire que c'est tout le pays. Ok? Geoffroy, sincèrement, je te réponds. Voilà, je te réponds. Heureusement que tu es revenu. Des pays, il y a des grands pays, des grandes nations qui ont chuté. On avait quand même dramatisé la question du 10% dans ce pays-là. Mais on a quand même su après que les gens ont réussi, ok? Les gens ont réussi à totaliser ces 10%. Et ils sont représentés aujourd'hui au Parlement. Pour moi, sincèrement, le fait d'exiger 20% dans toutes les circonscriptions électorales, je ne dis pas que je suis d'accord avec. Non, moi, je dis que je ne suis pas d'accord avec parce que celui qui arrive à être représenté dans 20 circonscriptions électorales, celui-là, on peut le considérer déjà, on peut déjà le considérer comme étant un échantillon qui représente déjà tout le pays, tout l'ensemble du territoire. Donc, ce n'est pas impératif. Avec le temps qu'il faut prendre pour réclamer une révision de ce code, le temps, moi je dis, on doit contrôler le temps. Sinon, ce n'est pas impératif au gouvernement. Du point de vue de la majorité, voilà, qui adhère. C'est tout simplement cela. Maintenant, il y a un monsieur aussi qui est descendu, il avait posé la question de savoir que le beau a été fait, mais il a été fait comment? Je m'en vais demander, s'il était là, il devait nous éclaircir ce qu'il voulait dire dans son comment. Si c'est la méthodologie d'exécution des travaux qu'il est en train de remettre en doute, ou bien si c'est le mode de passation des marchés qu'il est en train de remettre en doute, ou bien si c'est le prix qui est affecté à ces marchés-là, ou bien à ces travaux-là qu'il est en train de remettre en doute. Voilà. Donc, je pense que c'est en ces quelques mots que je vais ajouter. Merci bien. Merci beaucoup. Est-ce que Geoffroy, tu étais monté pour réagir, c'est ça? Oui, c'est par rapport à Vaudou là. Monsieur Vaudou, il faut lire le livret. Parce que jusque-là, tu défends en réalité l'indéfendable. Si toi-même tu reconnais que il y a des choses qui ne sont pas bonnes dedans là, luttez avec nous pour que nous allions vers une relecture de ce code. Maintenant, le ton dont tu parles, je ne sais pas. Vous voulez qu'on aille en étant agenouillé en se disant... Expérimentons ça. On n'a qu'à expérimenter ça. Non, attendez, je viens. Vous demandez, d'accord, à quelqu'un qui va être député, qui a déjà 60 ans, d'expérimenter quelque chose qui peut l'exclure. Et à la prochaine élection, lui, il aura 65 ans. Est-ce que ce n'est pas légitime qu'un Béninois dise que je veux représenter ma nation à l'Assemblée nationale? Bon, je ne comprends pas en fait. Pourquoi vous voulez qu'on expérimente quelque chose dont on sait déjà que ça peut causer problème? Et le législateur, dans son esprit, le sait. Voilà pourquoi il a mis l'alinéa qui permet de se coaliser. Seulement que cet alinéa, dans le contexte politique, dans le cliché actuel, on sent qu'il est discriminatoire. Et c'est ce qu'il faut reconnaître. Quand on parle de ce code électoral, il faut comprendre quelque chose. C'est un test fondamental à la stabilité. Parce que nous avons vu dans plusieurs pays, dans l'histoire, que c'est autour de ça que l'instabilité vient dans nos pays. Qu'est-ce que nous devons faire pour aplanir? Le fait d'aplanir ça, le fait même de dire les exilés n'ont qu'à revenir, de libérer certains prisonniers là, dites-moi en quoi est-ce que... Bon d'accord, vous dites qu'ils ont détourné les deniers publics, non? On n'a qu'à demander au peuple, est-ce que nous voulons que ces gens-là reviennent? Parce que c'est notre denier. Ou bien, le peuple, il y a une part de la personne qui dit, laissons tout ça pour privilégier la paix. Afin de trucs partisans et autres là, qui sont bizarres là, faites la rélecture. Les gens qui supportent ce régime-là, eux-mêmes sont d'accord que c'est très, très, très difficile, soit très compliqué à atteindre. Bon, maintenant, si tout ça là est réuni là, qu'est-ce qu'ils sont en train de refuser encore? C'est la question que je me pose depuis. Et je vais dire quelque chose. À chaque fois qu'on parle de collecteur, ne parle pas seulement des 20%.
Vous êtes d'accord que vous alliez à une élection sans avoir des PV de comment de compilation des arrondissements pouvant à un moment donné vous faire confronter la réalité du terrain, de comment c'est passé, avoir des preuves palpables de comment c'est passé, contester éventuellement une élection. La fois passée, il y a eu ce cas avec les LD. Ils ont refusé d'aller au fond parce qu'ils ont dit que les preuves qu'ils ont fournies ne sont pas des preuves officielles. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, que vous allez, on va expérimenter quelque chose. C'est-à-dire, vous voulez envoyer un colis, hein, par DHL. DHL prend du non, faites-moi confiance. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Nous n'allons pas vous remettre un reçu. Vous allez expérimenter ça? Vous n'allez pas laisser ça aller peut-être chez un autre truc là? C'est des principes de base. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un, ça. Deux, les institutions qui organisent tout le processus électoral émanant d'un parlement monocolore. La plupart de ceux qui sont dedans sont des gens de la mouvance. Alors que nous savons que normalement les compositions faites seront le reflet de l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes dans un système de je te surveille, tu me surveilles. On dit là encore non, ayez confiance. Ayez confiance à notre bonne foi en politique. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Au niveau des 20%, vous-même vous êtes tellement, on va polémiquer sur ça. Vous êtes d'accord que c'est bizarre? Bon, on oublie ça. Au niveau du parrainage, on dit que un député qui a été élu mal, écoutez bien ce que la Constitution dit. La Constitution dit dans son article 80 que le député est élu, d'accord, et pas dans une circonscription, mais le mandat impératif est interdit, je paraphrase. Ça veut dire que ce même député n'a pas le droit de représenter uniquement sa circonscription. Il est le député, ce n'est pas comme... Je viens. Le député, ce n'est pas comme le maire. Le maire, lui, il est le représentant de sa circonscription uniquement. Mais le député est le représentant de la nation. Vous vous imaginez? Donc, je ne peux pas dire que je suis député de telle circonscription. Non, je suis député de la nation. Je prends tout le Bénin. Maintenant, et c'est la loi suprême qui dit ça. On vient éditer une loi qui est inférieure, une norme inférieure, qui doit être normalement en concordance avec la norme supérieure. Mais cette norme inférieure vient nous dire que pour que ce député-là, qui siège en commission au nom de toute la nation, qui pose les questions à l'exécutif au nom de toute la nation, on dit qu'au niveau du parrainage, il ne doit pas parrainer au nom de toute la nation, son libre arbitre ne doit pas jouer, il doit forcément obéir cette fois-ci à un parti politique. Alors qu'il est même interdit d'obéir à juste une circonscription électorale. Donc c'est bizarre. Contraignant ainsi le député à su forcément être juste un suiveur. C'est-à-dire, c'est ce que le chef de parti va dire là, qui va faire. Voilà pourquoi vous ne voyez plus des débats houleux par l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi vous ne voyez pas des contradictions et les lois se passent comme une lettre à la poste. Alors que sans contradictoire, sans remise en cause, on ne parfait pas les lois, on ne parfait pas les codes. Vous voyez comment moi je critique ce code-là? Si c'était permis comme ça de critiquer, si c'était fait comme ça et qu'on prenait en compte cette critique, vous pensez qu'on allait prendre un tel code électoral? Voilà le danger de ne pas permettre des candidatures indépendantes. Parce que le risque des candidatures indépendantes, c'est de dire la transhumance et autres là. Mais en même temps, l'avantage, c'est que les négociations puissent se faire. Pour qu'on puisse trouver des points d'accord. Ça se passe ailleurs dans les grandes nations. Pourquoi nous on veut faire la différence? Je finis en 30 secondes en disant que les 20% qu'on nous demande dans nos législatifs là, on est le seul pays au monde. Quand on était même à 10%, on était le seul pays au monde. Le seul pays qui nous suivait là, et c'était 7%, et c'était la Turquie. Donc on a mis 10%, on était les seuls. Maintenant, comme si c'est ça, on met encore 20%. On est d'aller à l'expérience. Ceux qui ont 60 ans, c'est fini. Peut-être qu'ils ne pourront pas, ils ont échoué. Ça, quand même, c'est discriminant. Et ça exclut la volonté populaire. C'est ce que moi je suis en train de dire. Et en tant que jeune conscient, nous devons réfléchir sérieusement à ça. Merci. Okay. On va permettre maintenant à Habitat de réagir parce qu'il attend, ça fait un bon moment. Ok, ouvrez votre micro. Salut à toutes et à tous. Je suis venu un peu tard, mais cela ne va pas m'empêcher de dire quelques mots avant de descendre. J'ai écouté les frères. Ce qui m'a surtout motivé à monter sur votre panel, c'était, j'avais écouté un monsieur qui parlait des événements de 2019 à Kadian surtout.
Et dans cette dit, il accusait le régime. Pour lui, c'est le régime qui est à la base de tout. S'il vous plaît, il y a des choses. Et il est même allé dire, dans cette dit, il est même allé dire, s'il faut que le peuple se soulève, il a dit de façon indirecte, s'il faut que le peuple se soulève et arracher le pouvoir, le peuple doit le faire. Voilà, c'est pas bien. Quand nous sommes dans un pays de droit et qu'il y a eu les élections dans ce pays et que certains ont été élus de façon démocratique, il y a des propos qu'on ne tienne pas. Ce frère, vraiment, qu'il revoie encore, qu'il arrête de tenir ses propos, c'est pas du tout bien. On a tous vu que nos jeunes frères ont été manipulés par des politiciens. Des gens les ont poussés à poser des actes barbares. Et la défense... Et tu as les preuves de ce que tu dis. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de ce qu'ils ont dit. S'il vous plaît. On sait tous que nos frères ont été manipulés. Ils ont été manipulés. Même sur le terrain, on a même vu des gens qui ont évoqué des noms de politiciens. Mais je ne vais pas en parler. Ils ont été manipulés et on ne peut pas laisser, excusez-moi, que tous ceux-là qui ont perdu la vie, que les âmes reposent en paix. Mais le rôle de la défense ne peut pas laisser des gens qui brûlaient tout sur le passage, qui brûlaient, qui incendiaient ils ont incendié, bon, et il y a j'ai le mot me manque, mais des gens qui incendiaient des trucs sur le passage, qui cassaient des trucs, qui brûlaient des véhicules et autres, qui essaient même d'attaquer les banques, qui allaient vers la présidence. La défense ne peut pas laisser ces gens faire un coup d'État parce que le président a été élu de façon démocratique et il n'a pas encore fini son mandat. Son mandat est encore en cours et on veut le renverser contre coûte et coûte. Ce n'est pas possible. Dans tous les pays du monde, si vous osez faire des trucs comme ça, voilà, ce seraient les conséquences. Vous aurez les conséquences automatiquement. Je suis désolé, mais que nos frères arrêtent de se faire manipuler par les politiciens. Il y a même certains qui ont témoigné. Il y a un jeune qui a perdu ses doigts. Et lors des élections législatives, il a fait des témoignages. Je vous en prie, ne voyez pas le mal partout. Ne cherchez pas tout le temps à tirer sur le régime qui est là. Nous sommes tous des Béninois. Que chacun se batte. La mouvement te manipule aussi. S'il vous plaît, laisse-moi finir, s'il vous plaît. Nous sommes tous des Béninois. Que chacun se batte et prendre le pouvoir et gérer comme il le veut. Nous sommes 13 millions de Béninois. Les 13 millions de Béninois, chacun aura toujours sa marche. Tout le monde aura envie de diriger le pays comme il le souhaite. C'est comme ça. Donc, battez-vous. Un digne chef, prend des décisions très dures, des décisions difficiles. C'est ça, un chef. Si vous êtes peut-être employé quelque part, vous êtes chef service, même dans une entreprise, ayez le courage de prendre des décisions qui ne vont pas vous rendre genre populaire. Il faut que vous preniez des décisions que la plupart de vos collègues ne vont pas aimer. Mais si vous voulez toujours être aimé par vos collègues, si vous voulez toujours avoir l'ovation de vos collègues, vous n'allez rien faire. C'est ça. Un chef prend des décisions dures, des décisions difficiles. C'est ça. Maintenant, concernant le code électoral, je ne vais pas trop en parler. J'ai vu mon frère Geoffroy faire des démonstrations. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord, le Dieu fera. Lorsque M. Geoffroy sera président du Bénin, on va l'observer aussi. Et on verra ce qu'il pourra apporter pour cette nation. C'est bon, c'est facile. Quand on est dans les gradins, on trouve que les acteurs, les footballeurs qui sont sur le terrain ne jouent pas bien. C'est comme ça. Il faut être sur le terrain pour pouvoir comprendre les réalités. Le président, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut qu'on arrête avec les partis politiques
de quartiers. Ce petit pays, on a des centaines de partis politiques. Et chaque maison a son parti politique. Chaque famille a son parti politique. Chaque région a son parti politique pour ce petit pays. Il faut dire chaque personne même. D'accord? Quand est-ce que ce pays sera développé? Et l'objectif, c'était quoi? C'était genre 2 ou 3 grands blocs. Il faut quand on parle d'un bloc, d'abord, quand on parle d'un bloc, il faut que tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, quand tu fais partie d'un parti politique, tu dois être capable d'être influent dans tout le Bénin. Ne sois pas seulement influent dans ta région, mais dans ton quartier. Donc c'est l'esprit, ça, c'est faux. Monsieur Geoffroy, s'il te plaît. En quoi ce code-là empêche... Attends, en quoi ce code-là, d'accord, empêche quelqu'un d'être influent dans sa zone? Dis-moi. Monsieur Geoffroy, s'il te plaît, tu t'es laissé, tu as ta vie, tu racontes souvent des choses qui n'ont pas de fondement, quoi. Non, monsieur Geoffroy, chaque fois, c'est la même récitation que tu fais. Monsieur Geoffroy, s'il te plaît. Moi, j'étais laissé, tu as parlé, j'aime même pas pipi, j'aime même pas... Geoffroy, s'il te plaît, vite ta vie, s'il te plaît. Geoffroy, s'il te plaît, Geoffroy, en quoi toi tu vois que c'est ce que toi tu penses là, qui est supérieur, qui est suprême, qui est tout blanc, comme de la neige? Toi, tu vois que c'est toi. Monsieur Baudou 229. Ok, les amis qui restent sur le panel, en fait, on allait déjà vers la conclusion du live. Le grand frère, moi, je vais descendre. Le panel a été entaché. Oui, je veux réaffirmer le panel. Juste, comme Vital était là, je voulais lui permettre d'intervenir avant de... Il faut lire le code. Merci beaucoup, tout m'avoir fait ce plaisir. Mais en fait, monsieur Geoffroy, je ne le comprends pas. Quand il parle de la dictature, c'est un dictateur, monsieur Geoffroy. Il aimerait que tout le monde pense comme lui. Tout le monde ne peut pas penser comme toi, monsieur Geoffroy. Tout le monde ne peut pas penser comme toi. On a tous nos opinions. C'est pour cela que je venais de dire... Monsieur Geoffroy... Vitaly, un instant. Laissons Geoffroy et essaie de conclure en 1 minute. Si tu as encore des choses à dire, va juste sur les éléments, oui. Ok. En fait, ce que j'ai à dire, je demande à mes frères d'arrêter de tirer tout le temps sur le régime, de faire comme si le régime actuel n'a rien fait de bon, d'arrêter de peindre tout en noir, d'arrêter de voir le mal partout. On a eu un régime qui a fait de son mieux. Et il y aura des Béninois qui vont aimer, il y en aura d'autres qui ne vont pas aimer. Maintenant, arrêtons et attendons pour que 2026, qu'on puisse aller aux élections et choisir un nouveau président pour le Bénin. Voilà. Lorsque M. Geoffroy sera président du Bénin, il va peut-être mettre quelques réformes en cause. Voilà. Donc, arrêtons avec la création. Oui, je vais juste faire 2 observations. Je vais laisser comme 1 minute à Geoffroy aussi de réagir. Première observation, n'oublions pas que ici, dans le même pays, le 4 mai 2015, les jeunes de Cotonou s'étaient soulevés parce qu'on voulait arrêter à Zanaï. Ils ont brûlé les stations-service, ils ont brûlé les véhicules de sapeurs-pompiers. Mais on n'a jamais tiré sur la population. Donc, ce n'est pas une raison suffisante pour dire parce que la population s'est soulevée, on déploie les chars dans les rues pour tirer sur eux. Deuxième chose, attends d'abord. Par rapport au nombre de partis politiques, la loi qui existait, d'accord? On dit si tu ne vas pas aux élections, si tu as un parti politique, tu ne vas pas aux élections 2 ans, c'est que ton parti disparaît. Il suffit d'appliquer cette loi-là et on n'aurait pas besoin de faire une réforme qui a coûté 25 morts. Donc, le problème est vraiment ailleurs. Ok, Geoffroy, tu peux réagir 1 minute et je vais fermer le live. Ok, rapidement. Je dis cette réforme partisane n'a jamais empêché quelqu'un d'avoir de l'autorité dans un fief. La peuple, là, on va toujours pousser les gens selon les fiefs. 1. De 2, ça n'empêche pas quelqu'un de venir, de laisser de nulle part et de s'accaparer, s'il est puissant, il a le réseautage de prendre un parti en otage, d'avoir les parrainages. Donc ça, sur ce plan-là, c'est un échec. Nous tous, nous voulons qu'il y ait des grands partis, mais ce n'est pas une loi qui avait décidé qu'il y ait 3 ou 4 blocs. Non.
c'est l'évolution naturelle de la politique nationale qui fait ça. Laisser les gens se réunir par affinité naturellement que de les contraindre. Sinon, ça sera toujours des unions mathématiques qui vont exploser au lendemain des élections. À part ça que je vais dire, bon, je crois que c'est tout, hein, j'en oublie, mais bon, je vais m'arrêter là. Ok. Vite à vie. Ok. Ah oui, excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Vite à vie. Toi, tu as dit que tout à l'heure, Vite à vie vient de dire que qu'on peint tout en noir. Mais le régime actuel, là, a toujours peint tout en noir, le régime défunt. Donc, souffrez quand vous faites ce que vous faites aux autres. D'accord? Et à part ça, vous souffrez de ça. Bon, je m'arrête là. Je suis déjà fatigué là. Mais bon, voilà. Dieu fera un jour, tu seras président au Bénin et on va t'observer, d'accord? Je prie pour toi, je prie beaucoup. Ok, merci beaucoup. Les amis, je vais vous laisser descendre. Je vais vous laisser descendre et puis comme ça, je vais pouvoir fermer le live. Bonne nuit. Ok, bonne nuit, mon frère. Je conclue en disant ceci que, Monsieur Ben, je vous ai écouté, vous avez dit pour un code électoral ou pour des réformes et pour les jeunes ont marché dans ce pays, ils ont incendié des trucs, pourtant il n'y a pas eu de morts. Mais c'est différent. Pour cette fois-ci, ces jeunes se sont veulent attaquer, se diriger directement vers le palais présidentiel. Il y a des lignes rouges qu'on ne doit pas franchir. Imaginez une sens que ces gens-là arrivent à renverser le pouvoir. Ce serait fini pour le Bénin. Le pays sera déstabilisé totalement. Non plus la paix. Il n'y aura plus de partis politiques aujourd'hui. Vous imaginez un peu? On aura le temps de refaire le débat parce que vous êtes arrivé vraiment tard dans le débat. J'aurais pu vous répondre aussi sur ces questions-là. Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de monter sur le panel et de placer quelques mots. C'est gentil. Passez une excellente nuit. Merci beaucoup et puis merci à tous ceux qui ont suivi le live et puis ceux qui nous ont donné aussi les cadeaux. On va se voir peut-être le vendredi.